Alors, si on refusait l'exploitation après l'exploration, devrait-on en rembourser les compagnies? Vous voulez que je répète? C'est clair? OK. En fait, quand il n'y a pas de réponse, moi j'ai un point d'interrogation que je mets. D'accord? Et ça veut dire qu'il y a une recherche qui doit être faite par la suite. Oui? Bien sûr. Merci beaucoup. Je trouve que la question se pose dans la mesure où on nous demande quelque part d'accepter l'exploitation, d'accepter l'exploration sous l'argumentaire que ce n'est pas encore l'exploitation, puis qu'à l'exploitation, on sera consulté. Mais si rendu à l'exploitation, on nous dit « Ah ben là, vous n'êtes pas pour nous dire non, on a tout investi ça dans l'exploration », ce serait bon de le savoir au début. C'est ce que je voulais signifier par cette question. Merci. J'aurais un complément. Un complément. Il y a des merveilleux lapsus des fois. On peut se baser sur le projet de loi 18. Normalement, quand on exproprie une compagnie, on se doit de compenser les travaux effectués, les travaux vraiment effectués. Madame Normando a passé le projet de loi 18, la loi qui soustrait tous les droits pétroliers dans l'estuaire et dans la partie ouest du Golfe. Il y avait, je pense, 17 quelque chose permis, et l'article de loi, je pense qu'il y a 4 articles dans cette loi-là, et un article qui dit « On révoque tous les permis et sans compensation ». Peu importe les travaux qui auraient été effectués. Il y a eu 0 compensation. Puis il y a une compagnie récemment qui poursuit le gouvernement du Canada, parce que c'est une question de l'accord de libre-échange, pour, je pense, c'est 250 millions, disant, nous avons fait des travaux, ça ne paraît pas, mais on a fait des travaux de recherche géologique, etc., et on exige d'être compensé. Donc, c'est... normalement, on compense pour les travaux effectués. OK. Merci. On va passer à quelques réflexions ou commentaires ou questions par rapport au Golfe, maintenant. Ça veut dire qu'il y en a auxquels on n'a pas répondu. Hein? D'accord? Encore une fois, je le répète, c'est pas perdu, puisqu'on va les reprendre et on va aussi les intégrer au site. Alors, c'est une réflexion inquiète. Va-t-on, pour éviter que Terre-Neuve le fasse, réaliser nous-mêmes des dégâts dans le Golfe? Je m'inquiète pour des raisons et motivations. Je m'inquiète des raisons et motivations qui mènent nos actions. Je m'excuse. Pourriez-vous répéter le tout début de la question? Mais le tout début, c'est un titre. C'est « Réflexion inquiète ». Et puis après ça, la question, c'est « Va-t-on, pour éviter que Terre-Neuve le fasse, réaliser nous-mêmes les dégâts dans le Golfe ?» Donc, je m'inquiète des raisons et motivations qui mènent nos actions. OK, c'est pas vraiment une question, mais bon. Oui, c'est une réflexion inquiète. Okay. Oui, elle est faite. Mais j'aimerais ajouter que Terre-Neuve n'a toujours pas dit oui à l'exploration. Il y a un projet qui est sur la table depuis 2 ans. Corridor Resources a eu son premier permis terneuvien en l'an 2000. Ils ont essayé de trouver un partenaire, ils n'ont pas réussi. En 2005, ils ont perdu leur permis à Terre-Neuve parce qu'ils n'ont pas réussi à forer. 2008, 3 ans plus tard, ils ont obtenu un nouveau permis à Terre-Neuve. Présentement, il y a un projet qui est sur la table. Depuis 2 ans, ils ne réussissent pas à terminer leur évaluation environnementale. Ils n'ont toujours pas réussi à se faire accepter d'avoir le feu vert de Terre-Neuve, et il y a encore un bon bout de chemin à faire. Okay. Il ne faut pas penser que Terre-Neuve, c'est le pied sur l'accélérateur, comme certains voudraient nous le faire croire. Les gens de l'Office de Terre-Neuve font le boulot pour être meilleur, mais ils font un bon boulot d'évaluer si les compagnies sont compétentes pour forer dans le Golfe. Et je vous avouerai que présentement, il y a beaucoup de scepticisme au niveau de l'Office de Terre-Neuve face aux compétences de Corridor Resources. Merci. Alors ça, c'est plutôt un commentaire. C'est clair que C-38 affaiblit énormément la capacité de l'État canadien de protéger l'environnement. C'est un commentaire. Puisqu'il s'agit d'un milieu naturel sensible, ne peut-on pas envisager des pratiques modèles et exiger l'exploration et exploitation par une firme sélectionnée pour son expertise modèle? Ce serait une occasion de démontrer que l'on peut combiner exploitation d'une ressource et respect des milieux. Oui? C'est toujours en milieu marin, je suppose. Alors, on peut poser la question. C'est les cartons bleus? Oui. Vert, oui.
En milieu marin, il y a beaucoup de lacunes au niveau de la réglementation, au niveau des mesures en place pour contrôler ce qui se passe. Ça a été très, très bien soulevé par le commissaire à l'environnement et développement durable du Canada, qui relève du vérificateur général du Canada. Entre autres, l'Office de Terre-Neuve n'a pas de gens sur les plateformes pour faire de la vérification quotidienne. Donc, on se fie aux compagnies qui doivent rapporter les incidents. Ça, c'est un point. Un autre point, c'est que c'est les compagnies qui sont tenues de réparer les dégâts. S'il y a bien un déversement, c'est la compagnie qui est tenue de le réparer. Si elle n'est pas capable de le faire, elle appelle urgence. C'est à ce moment-là l'Office de Terre-Neuve, avec l'aide de Pêche Océan et Environnement Canada, qui doivent procéder aux opérations. Et le vérificateur a dit qu'ils ne sont pas équipés pour faire face aux opérations majeures dans le golfe du Saint-Laurent et dans l'Atlantique. Il y a beaucoup de faire. Il y a le fameux 30 millions de dollars, la limite de responsabilité des compagnies. Ça, c'est majeur. Si un dégât cause plus que 30 millions, c'est l'État qui paye, à moins de prouver en cours que la compagnie a fait une négligence, été vraiment négligente. Donc, ça, c'est parfois très difficile à prouver. Donc, on a beau dire que la compagnie est très fiable, etc., le cadre réglementaire a beaucoup, beaucoup de lacunes présentement. Merci. La Fondation David Suzuki n'est pas une référence crédible. La meilleure façon de manipuler les gens, c'est en leur faisant peur, et vous misez trop sur ça. Alors, c'est un point de vue. Mais je suppose que c'est en référence à une simulation de déversement qui a été produite par un scientifique, un consultant scientifique qui fait aussi de la consultation pour les compagnies pétrolières. Donc, c'est un consultant indépendant qui a été engagé par la Fondation David Suzuki pour faire cette simulation dans le golfe Saint-Laurent. Donc, ce n'est pas des activistes ou autres de la Fondation Suzuki. Ils ont engagé un consultant qui est souvent requis par les compagnies pétrolières. Donc, c'est très, très crédible. Et Environnement Canada a procédé eux aussi à leur simulation dans le golfe Saint-Laurent. Ils sont arrivés sensiblement au même résultat que la Fondation Suzuki. OK. C'était un complément. Merci. Est-ce que les profits et les revenus engendrés par une probable exploitation pétrolière dans le golfe du Saint-Laurent seraient redistribués à la province concernée, ou est-ce que les profits resteraient entre les mains de compagnies pétrolières? Ça, c'est à la province de le décider quand ils vont signer les ententes avec les compagnies pour procéder à l'exploitation. Ce n'est pas inscrit dans un texte de loi présentement. Tout est à faire dans le Golfe. Je vous l'ai dit tantôt, l'accord Canada-Québec a été signé, mais il n'a pas été légiféré encore dans les deux législatures, Ottawa et Québec. Non, au niveau des redevances, tout ça, je ne peux pas m'engager là-dessus. Okay. J'aurais un petit commentaire. Oui. Ce que ça soulève, si j'ai bien compris, c'est toute la question des redevances. Hein? Peu importe où ça se situe là, au Québec. Puis pour moi, ça a été soulevé hier soir lors de la rencontre qu'il y a eu là, avec Radio-Canada. Puis je vous dirais que je trouverais tout à fait inacceptable qu'il n'y ait pas sur les territoires où on exploite le pétrole, si jamais on l'exploite, des redevances pour la région, pour le territoire, pour la communauté qui vit sur ce territoire-là. On parle de diversification. Bien, si on veut diversifier, ça prend des marges de manœuvre, puis qu'on arrête de mélanger retombées et redevances. Des retombées, j'espère qu'il va en avoir quelques jobs, hein? En tout cas, je ne sais pas combien, mais pour moi, c'est très important que la commission se penche et se donne un avis sur la question des redevances. Même si Mme Marois dit que ça va aller dans le fond, le fonds de génération, là, je regrette. Okay? Les régions ressources ont droit à des retombées pour faire leur propre choix de développement et de diversification, améliorer leurs infrastructures à tous les niveaux. Voilà, c'est mon commentaire. Je ne sais pas si c'est un supplément. Ça m'a fait du bien. Juste une chose. Est-ce que vous allez le mettre sur le site Internet? Parce que c'est une préoccupation. On a aussi besoin de préoccupation. Et vous pouvez venir et puis vous pouvez taper ça sur le site Internet. OK? Merci. Alors. Oui? OK, merci. Petit commentaire. Au niveau des villes et des municipalités, il y a quand même des redevances au niveau des carrières et des sablières. Donc, le principe existe au départ.
la notion de propriété et d'usage et d'enrichissement au niveau local, elle existe. Donc, il s'agit simplement probablement de l'étendre et d'en faire une application en fonction de l'ensemble des ressources qui sont exploitées. OK. C'est un complément d'information par rapport à... Oui? Okay. Allez-y, puis après ça, on va continuer. Parfait. La même question. En tant que représentant de l'industrie, nous, c'est ce qu'on essaye de développer depuis, je vous dirais, 18 mois présentement. C'est dans notre narratif. Il doit y avoir des retombées, bien entendu, pour la province, mais il y a des inconvénients qui sont locaux. Puis, on voit très, très bien, puis je pense que ce serait nécessaire qu'il y ait une partie des redevances qui soit locale. Puis on va même un petit peu plus loin que ça, parce que j'ai commencé à parler avec l'Union des municipalités, puis je vais faire la même chose avec la Fédération. On voudrait aussi qu'il y ait un pouvoir de taxation accru au niveau des municipalités sur les infrastructures qui n'est pas là présentement, pour donner un autre coup de main. Les retombées locales pour l'industrie, pour nous, dans les autres juridictions, c'est ce qui fait que ça fonctionne. Tu ne peux pas juste aller dans une place, prendre des ressources, et que les gens de la place n'aient rien. Puis nous autres, c'est notre narratif, puis on veut travailler avec les élus locaux, justement, pour forcer le gouvernement à aller dans cette direction-là. Oui. Éric Boucher, membre du nouveau regroupement environnemental Pan-Gaspésien, Tache d'huile. Monsieur Proulx a parlé un peu des montants, là, des pourcentages qui étaient proposés par l'industrie. Et ces pourcentages-là nous semblent absolument ridicules. On a parlé d'1% pour les municipalités et de 0,5% pour les MRC. Donc, si c'est vraiment, ça s'en va vers ces chiffres-là, c'est absolument ridicule. Ceci dit, quand on parle de redevance, je pense qu'il y a un paquet de choses qu'il faudra considérer avant, si jamais il y aurait exploitation, là. Le droit à un environnement sain, l'ensemble la complexité des réseaux hydrographiques, les micmacs, il y a un paquet de choses qui vont devoir être. Mais si jamais la préservation de rivières, la préservation de l'eau potable, tout pourrait être respecter le bien des populations aussi, qu'on allait vers une exploitation. À mon sens, il faut absolument, effectivement, que les régions aient une compensation là, pour l'exploitation des ressources, de façon à ce qu'on ait vers une diversification de l'économie, parce que l'exploitation de ces ressources non renouvelables est extrêmement courte. En région, on vit des booms et on vit les crashs aussi régulièrement pour qu'on puisse sortir de ça puis aller vers autre chose. Et jusqu'à maintenant, j'ai trouvé que nos élus ont été très frileux pour parler de ce type de redevance-là qui viserait à créer un fonds pour une diversification économique, pour développer des énergies durables, entre autres. Et j'espère que la CREGIM et que nos élus vont avoir le courage de demander ça haut et fort si l'exploitation respecte toutes les autres conditions que j'ai nommées avant. OK. Merci. Moi, ce que j'entends, parce qu'en fait, ce que j'entends, c'est qu'on pourrait faire un forum rien que là-dessus. Mais surtout, ce que j'entends, c'est que c'est une préoccupation, parce qu'on a eu plusieurs personnes qui ont effectivement mentionné ça. C'est le but aussi de ce forum, c'est d'aller chercher, OK, quelles sont les préoccupations. Et pour pouvoir effectivement développer dans les étapes suivantes des choses qui seront probablement plus pointues en termes d'information et de partage. Je dois m'arrêter sur ce sujet-là parce que je voudrais bien encore poser quelques questions sur ceci avant de laisser une parole libre et puis après ça de conclure. On a dit 9 heures et on y arrive. D'accord? Merci. On a beaucoup parlé du gaz naturel. Serait-il possible d'avoir, et là on parle des îles de la Madeleine maintenant, serait-il possible d'avoir plus d'informations sur l'exploitation des hydrocarbures au large des îles, comme par exemple Old Harry? C'est bon, l'un de vous. Mais pouvez-vous terminer la question? Oui. Donc, on a beaucoup parlé du gaz naturel. Serait-il possible d'avoir plus d'informations sur l'exploitation des hydrocarbures au large des îles, comme par exemple Old Harry? Merci. C'est difficile de parler d'exploitation parce qu'on n'en est même pas à l'exploration. L'exploration, c'est du sismique, des leviers sismiques qu'on a fait à date, et il n'y a pas un trou encore qui a été foré. Fait qu'éventuellement, si c'est le cas, si jamais il y a du pétrole ou du gaz, là, on pourra viser au niveau exploitation, mais c'est très, très loin dans le décor. Mais juste
juste dans le fond avoir plus d'informations. Je trouvais ça super intéressant d'en savoir sur les gaz, mais je m'attendais peut-être plus aussi à entendre parler de Old Harry, puis on n'en a pas parlé. Fait que, dans le fond, toi, tu en as parlé après, puis ma question a été écrite avant. Mais dans le fond, ça a bien répondu, c'est vrai. OK. Ben, c'est le principal, en fait. Merci. Je demande que ça de parler de Old Harry, mais on est trois intervenants avec trois sujets différents, donc il a fallu concilier tout ça. Merci. Alors, est-ce que je peux juste oui, bien sûr. Un petit complément d'information? On va mettre sur le site web la référence pour aller assister aux conférences qui avaient été données en avril 2011, strictement sur la question de l'exploration dans le golfe Saint-Laurent. Donc, pour les hydrocarbures extra-côtiers, on a tenu un forum qui se voulait interprovincial et dans les deux langues. Il y avait des conférenciers, dont Corridor Ressources, dont un conférencier norvégien qui nous parlait du modèle norvégien, dont d'autres conférenciers qui parlaient de l'écosystème, des ressources halieutiques, Coalition Saint-Laurent, enfin... donc, il y a des bribes d'informations, enfin, il y a de l'information là qui est accessible sur le web, puis vous pourrez avoir une meilleure idée là. Et puis, la situation a évolué un peu, mais je pense que c'est une bonne base si vous êtes intéressé. Les conférences sont disponibles et les résumés de présentation également. Sur le site de la municipalité des Îles-de-la-Madeleine, www.munil.ca, mais sinon, on va mettre un hyperlien. Merci. On va prendre une période de 6-7 minutes, quelque chose comme ça. En fait, par rapport à des questions ou des commentaires qui vous brûlent les lèvres, mais pas n'importe lesquels. Ah non, pas n'importe lesquels. D'abord, il faut que ça n'ait pas été abordé avant. OK? Que ça n'ait pas été une question qui a été portée avant et que c'est une information qu'on va chercher ou un commentaire. OK? Alors, il y a une personne là-bas au bout, et puis madame, et puis monsieur. Et puis monsieur, et je m'arrête là parce que je vais en prendre 4 pour le moment. D'accord? Oui? Oui, c'est au niveau de la fracturation, parce qu'il y a des choses que j'arrive toujours pas à comprendre sur la fracturation. C'est-à-dire que monsieur a répondu tout à l'heure que la Gaspésie était déjà fracturée naturellement et que donc, si on allait faire de la fracturation, qu'il la maîtrisait, etc., et sur les échanges de pression à l'intérieur des gisements. Alors, si j'ai bien compris, s'il y a un gisement de pétrole ou de gaz, c'est que c'est une poche étanche. Alors, si on me dit qu'il y a une poche étanche que l'on va fracturer au-dessus des couches géologiques qui sont déjà fracturées, comment est-ce qu'on peut me garantir que qu'une fois qu'on aura cassé la poche étanche, que les fractures qu'il y a au-dessus ne vont pas déboucher par un système, la pression cherchant toujours à s'égaliser? C'est un vieux système qui existe depuis les Grecs et pas ressortir en surface. Alors, j'essaie juste de comprendre comment on peut dire je vais fracturer une poche étanche dans une zone qui est déjà fracturée, puis je ne vais pas avoir de chemin qui va se créer de cheminement de la pression dans ces fracturations. J'aimerais qu'on m'éclaircisse là-dessus. Merci. Okay. Est-ce qu'il y a une réponse brève ou pas? S'il n'y a pas de réponse brève, alors ça veut dire que c'est quelque chose qui est pris en compte et en note. Et sur le site, vraisemblablement, on pourra mettre une documentation sur la fracturation. Juste un complément, oui? Comment? Ah, OK, allez-y. Je répondrai après. Ça peut pas être démontré en 2 ou 3 mots comme ça, mais ça peut être démontré, oui. Puis vous avez parlé justement du fait que les Grecs, avec la dynamique des fluides, les fluides vont avoir tendance à chercher le chemin le plus facile. Et le chemin le plus facile, justement, c'est le forage. Ça va s'en tourner vers là. C'est pour ça que je vous dis, je peux expliquer une fermeture d'un puits, ça prend environ 2 heures. Faire tout le procédé. Merci. Mais c'est un élément de réponse. OK? Ce qu'on peut se permettre ici, on ne peut pas se permettre toute la réponse, mais on peut se permettre un élément de réponse. OK. Dans la suite, oui, s'il vous plaît. J'apprécie l'exercice. Par contre, j'aimerais ça qu'on fasse l'exercice aussi de
ne pas rester pris dans la boîte, à savoir que là, on parle des hydrocarbures, c'est certes fort intéressant. On n'a pas parlé beaucoup des impacts socio-économiques sur les autres économies de la Gaspésie, sur les autres activités de la Gaspésie, sur la chasse, sur la pêche, sur le tourisme, sur ceux qui essaient de faire de l'agriculture bio, ceux qui veulent travailler à la souveraineté alimentaire de la péninsule, sur les autres possibilités de développement, donc, pour la péninsule comme telle, même sur les alternatives énergétiques. On parle de biométhanisation, on parle de toutes sortes de choses. Je pense que on aurait besoin d'élargir nos horizons pour réellement considérer avec la même attention les différentes options pour exercer une forme d'autodétermination sur le territoire. Puis j'aimerais entendre un petit peu plus, je sais qu'il va y avoir une conférence demain ici, mais j'aimerais entendre un petit peu plus sur les conséquences probables du développement des hydrocarbures sur les autres sphères socio-économiques. OK. C'était... C'est la thématique, en fait, du prochain forum. Une des thématiques du prochain forum, je ne me tasse pas que ça... Une des thématiques du prochain forum au mois de juin, c'est sur le développement socio-économique. Et donc, le potentiel que représente, autant pour l'industrie des hydrocarbures que pour les autres industries, que représentent moi, ce qu'on a appelé, nous autres, c'est les aspects de coordination. C'est-à-dire comment une industrie qui vient dans une région peut devenir en même temps une industrie à part entière, mais aussi un référentiel pour le développement des autres industries. Je te donne un exemple. Si on exploite du pétrole ici, est-ce que ça peut nous aider à structurer le réseau de chemin de fer? C'est un exemple. Il est un peu boiteux, là, mais c'est un exemple pareil. Ça fait que tout ça pour dire qu'on va présenter beaucoup d'éléments par rapport au développement socio-économique au prochain forum. Et le but de celui-ci, c'était vraiment de jeter la table sur les éléments généraux du développement des hydrocarbures. Est-ce que je réponds bien, Amandine? Oui. Oui. Ben, Amandine? On m'entend? Oui. Juste apporter un tout petit élément de réponse. Je pense qu'au niveau marin, c'est quand même plus documenté. C'est-à-dire que par exemple, les ES2 démontrent bien ce qui, on va dire, l'économie que représente la pêche et le tourisme. Puis c'est des choses qui sont très bien documentées. Au niveau terrestre, il me semble que c'est beaucoup moins bien documenté. C'est-à-dire qu'il y a encore une plus grande diversité économique. Il y a une grande diversité économique. C'est un contexte très différent du contexte marin. Et c'est des choses sur lesquelles on n'a pas vraiment d'éléments de réponse. OK. Alors, il y avait une troisième personne et une quatrième personne. Alors, une troisième et une quatrième. Merci. Je m'excuse, je ne me suis pas présenté. Ce soir, mon nom est Pierre Michaud, je suis un citoyen de Gaspé. J'aimerais, avant de poser ma question, vous féliciter, vous remercier de la présentation de ce soir. La qualité des contenus y était. Je pense que c'est absolument nécessaire parce que, vous savez, c'est tellement compliqué qu'on risque de se retrouver rapidement dans l'estrade, c'est-à-dire gérant d'estrade, et puis dire à peu près n'importe quoi. Donc, on va être plus prudent maintenant. Je trouve que c'est un sujet qui mérite d'être approfondi énormément. Donc, merci beaucoup. Ma question, est-ce que vous avez l'intention de traiter de toute la question du transport le jour où on décidera de faire de l'exploration? Et voilà. Parce qu'il y a une problématique là qui est très importante, que ce soit par train, que ce soit par paquebot, pas des paquebots, mais enfin des pétroliers. Voilà, c'est ma préoccupation. Et pour une fois, c'est moi qui vais donner un complément d'information, juste pour vous dire que hier, il y a eu 4 fiches qui étaient de près ou de loin reliées au transport. Donc, on retrouve des préoccupations qui sont quand même aussi transversales dans les différents forums. Oui. Oui. Ma question est bien simple et elle est complexe en même temps. Pourquoi on parle d'exploration? Puis, dans le cas d'Alderman 4, on est près de zones habitées et on n'a fait aucune évaluation des réserves aquifères. L'eau potable, on devrait le vérifier avant, parce que si on pense après, c'est nous, les citoyens, que l'on devoir prouver que notre eau a été contaminée. J'aimerais ça que dans Crégim, dans son rapport ou dans ses commentaires, noterons que c'est très important quand on s'approche des milieux habités de faire une évaluation des bassins versants puis des réserves aquifères. C'est primordial, c'est élémentaire. OK. Je peux me permettre un petit commentaire oui. à ce propos-là. La Crégim a déjà
En fait, la CRI avait déjà amorcé, il y a déjà plus de 3 ans, une démarche auprès de l'INRSO pour réaliser une étude des nappes aquifères sur le territoire. L'INRSO le faisait dans plusieurs régions du Québec et ils n'ont pas retenu notre projet, je dirais en prétextant qu'il n'y a pas beaucoup de population ici. Alors, ça touchait peu de monde finalement. Donc, on va revenir à la charge. On a rencontré des gens avec qui on était en contact là-dessus, entre autres Pesca Environnement, avec qui on travaillait dans ce dossier. Donc, on va remettre ça sur la table.